Au cœur du pouvoir, un simple conseil, ça peut être un acte de loyauté absolue ou, au contraire, une trahison. Et pour celui qui le reçoit, c'est pareil, ça peut mener à la gloire ou à la chute. Cette image, elle donne vraiment le ton de ce qu'on va explorer, ce monde ultra dangereux des dirigeants et de leurs conseillers. Je démissionne. Voilà. Ces 2 mots suffisent à marquer l'implosion totale d'une relation au plus haut sommet du pouvoir. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui a bien pu mal tourner? Eh bien la réponse, elle se trouve dans ce que l'auteur appelle la politique du conseil. C'est cette idée un peu folle, mais tellement vraie, que la personne qui parle est souvent bien plus importante que ce qu'elle dit. Parce que, au fond, derrière chaque grande décision, on ne trouve pas seulement des faits et des chiffres, non, on trouve un véritable drame humain. Et c'est justement cette tension, ce conflit permanent entre la personne qui parle et le contenu de son message qu'on va essayer de décortiquer. Alors l'idée centrale, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a de l'humain dans l'équation, eh bien les décisions ne sont plus basées uniquement sur la logique froide et implacable du conseil. Non. La confiance, la loyauté, ce qui s'est passé avant, tout ça, ça entre en jeu et ça pèse énormément dans la balance. Et pour qu'on comprenne bien cette dynamique, l'auteur, Arnold Meltzner, il a une métaphore absolument géniale. Il nous dit « oubliez la salle de réunion austère. Imaginez plutôt une scène de théâtre. » Pourquoi? Parce que donner un conseil, ce n'est pas juste une discussion. Non, non, c'est une performance, c'est une véritable représentation. Bon, et comme dans toute pièce de théâtre, il faut des acteurs, pas vrai? Alors, qui sont-ils, ces personnages? Regardons d'un peu plus près qui compose ce fameux cercle rapproché d'un dirigeant. Et sur cette scène, on a une sacrée distribution. Il y a le loyaliste, prêt à tout, l'exécutant qui fait le job, l'ami de toujours, l'expert super brillant, bref, toute une galerie de personnages. Et chacun a son propre rôle, ses propres motivations et sa propre manière d'influencer le personnage central, le dirigeant. Allez, zoomons sur l'un des rôles les plus importants, peut-être même le plus crucial de tous, le loyaliste. Le loyaliste, lui, sa boussole interne ne pointe que dans une seule direction, le bien-être du patron. C'est simple. Il est son ombre, son confident, le gardien de ses secrets. Bref, c'est le roc sur lequel le dirigeant sait qu'il peut toujours compter, quoi qu'il arrive. Un bon exemple pour voir ça en action, Daniel S. Lamont. On l'appelait l'assistant président de Grover Cleveland. Il était tellement loyal, tellement dévoué, qu'on lui a même confié l'organisation du mariage du président. Ça montre bien à quel point ces loyalistes sont prêts à faire quasiment n'importe quoi. Ok, maintenant qu'on a présenté les acteurs principaux, il est temps de lever le rideau. Voyons comment cette fameuse pièce se déroule à travers ces 4 actes essentiels. Le déroulé est assez simple. Premier acte, l'entrée en scène, comment on est choisi. Deuxième acte, la présentation. On pose le problème et les solutions. Troisième acte, crucial, la réaction. Le dirigeant évalue le conseil, mais aussi le conseiller. Et enfin, quatrième acte, la sortie. Soit on est récompensé, soit on prend la porte. C'est tout le cycle de vie d'un conseiller. Et là, on touche au cœur du problème. Le conflit central, il est juste là. D'un côté, on a le conseiller, qui est focalisé sur le quoi, la substance de son conseil. Mais de l'autre, le dirigeant, lui, très souvent, il réagit au qui. Il juge la personne avant même de juger l'idée. C'est ça, la politique du conseil. Et attention, cette dynamique, elle n'a rien de nouveau. C'est intemporel. D'ailleurs, il y a une histoire fascinante dans l'Ancien Testament qui illustre à la perfection le déroulement de ces 4 actes. Et voilà comment la tragédie se joue en 4 actes. Acte 1, un conseiller change de camp. Acte 2, 2 conseils opposés s'affrontent. Acte 3, la réaction. Absalom, le dirigeant, flatté dans son ego, choisit le conseil qui lui plaît le plus, pas le meilleur. Et acte 4, la sortie. Le conseiller rejeté comprend que tout est perdu et se suicide. C'est brutal, mais ça montre qu'une seule mauvaise décision basée sur l'ego peut faire s'effondrer un royaume entier. Bon, après avoir assisté à ce genre de drame, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour éviter ça? Quelles sont les règles pratiques qu'un dirigeant peut appliquer pour essayer de maîtriser ce théâtre politique? Parce que c'est bien ça le défi fondamental pour n'importe quel dirigeant. Comment se servir de ses conseillers sans se faire manipuler par eux? C'est tout un art. Heureusement, le livre distille quelques règles clés pour naviguer dans ces eaux-là, qui sont souvent très troubles. Alors, il y a 4 règles qui ressortent. Première règle, un cercle rapproché doit rester petit. Ça permet de mieux évaluer tout le monde. Deuxième règle, c'est le dirigeant qui contrôle l'accès, personne d'autre. Troisième règle, choisir des gens qui savent faire des choses, pas seulement des amis. La compétence avant la camaraderie. Et enfin, la règle d'or, garder ses opinions pour soi. Ne jamais dire ce qu'on pense avant que tout le monde ait parlé. Sinon, on n'obtient que des échos, pas de vrais conseils. Et Machiavel l'avait déjà compris il y a des siècles. La première impression que l'on se fait d'un prince et de son intelligence vient des hommes qui l'entourent. Ça résume tout en fait.
La sagesse d'un leader, ce n'est pas seulement ce qu'il décide, c'est d'abord et avant tout qui il décide d'écouter. C'est là que se joue son plus grand succès, ou sa plus grande erreur. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse pour n'importe quel dirigeant. Quand la crise éclate, que les enjeux sont au maximum, vers qui se tourner ? Faut-il faire confiance à l'ami loyal, celui qui sera toujours là, ou à l'expert brillant, même s'il est difficile à gérer ? Loyauté ou expertise ? La réponse, bien sûr, n'est jamais simple.